c'est l'Université régionale des métiers. Donc, Madame Gérard a la parole. Merci. C'est donc la suite concernant l'Université régionale des métiers. Vous vous rappelez, c'est un de nos gros dossiers phares justement en matière de développement de l'apprentissage. C'est un dossier qui a été labellisé dans le cadre des appels à projets investissement d'avenir. C'est même le plus joli et, c'est comme ça que l'État d'ailleurs le considère, le plus joli et le plus gros des dossiers labellisés dans le cadre des investissements d'avenir, puisque dans le cadre de ce dossier, nous apportons 16 millions d'euros de l'État sur ce programme. On est là depuis un certain temps sur la phase opérationnelle, avec là un moment fort, puisque nous ne sommes pas moins que sur l'acquisition foncière, donc sur l'achat du terrain et de l'îlot 1B6 ZAC de la Méditerranée à Marseille. Et vous avez là, il y avait des conditions suspensives, elles sont désormais levées, et il convient maintenant de signer l'acte de vente lui-même. Ainsi, cette délibération vise à acter l'acquisition du foncier principal de l'Université régionale des métiers pour un montant de 3 539 250 € hors taxes et qui permet honnêtement d'officialiser aujourd'hui, et je pense qu'on peut en être aussi collectivement très satisfait, on officialise, Monsieur le Président, le démarrage de l'opération. Merci. Qui souhaite intervenir? Madame Lopi. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, Madame le rapporteur, donc dans le rapport numéro 16, alors il faudrait dire la rapportrice, la rapporteuse, Madame la rapporteuse. Merci. Valao Belkacem nous dirait allons envoyer un message à l'Académie française. Madame Lopi a la parole. Voilà. La provocation. Merci Madame Gérard. Dans le rapport numéro 16 et incidemment dans le rapport 17, vous nous demandez d'aider à l'officialisation de l'installation dans de prestigieux locaux payés par les contribuables d'un certain nombre d'organismes dont un retient tout particulièrement mon attention. Il s'agit de l'IRFED, Institut régional de formation à l'environnement et au développement durable en Provence. Pourquoi tant d'insistance à nous imposer cet organisme de création tout à fait récente? J'ai été si sérieusement intriguée que je me suis mise à l'étudier de plus près. L'Institut régional de formation à l'environnement et au développement durable en Provence semble avoir vos faveurs depuis un certain temps en effet. Une élue FN s'était d'ailleurs déjà interrogée sur le fait que la région, lors d'un marché public, choisisse cet organisme alors que son prix était 3 fois supérieur à celui des autres soumissionnaires. Mais cela ne semblait alors guère vous émouvoir. Qu'y a-t-il donc de si génial alors à l'IRFED? Cet organisme, comme je le disais tout à l'heure, est récent puisqu'il a été créé il y a 4 ans. Cette société anonyme coopérative est spécialisée dans le secteur d'activité de la formation continue d'adultes. Cela devient intéressant quand on apprend que le président de cette société est Michel Faure. Il faut savoir que Michel Faure, c'est aussi le dirigeant de l'organisme de formation l'ADREP, situé à Aix-en-Provence. C'est l'administrateur de Performance Méditerranée, que j'ai déjà eu l'occasion de citer ici même. C'est le secrétaire général du PRIDES Caractère, dont l'association support est présidée d'ailleurs par Jean-Paul Giraud, ancien élu socialiste en Isère, mais surtout aujourd'hui directeur de cabinet d'Eugène Quezeli à la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole. PRIDES que nous finançons là encore, et qui a son siège social, aux surprises, à l'adresse même de l'ADREP. Michel Faure, c'est également le président de la Chambre régionale de l'économie sociale. C'est enfin un des 3 responsables d'organismes à avoir participé à la réunion de soutien du président de cette Assemblée dans sa permanence électorale lors des dernières élections régionales, une réunion animée et organisée par vous-même, Madame Gérard, le 25 février 2010. J'ai eu l'occasion d'en parler lors de la dernière Assemblée. D'autre part, si on lit sérieusement le bilan prévisionnel 2014 de ce bel institut, on se rend compte que le travail est fait en réalité par des prestataires extérieurs qui prennent bien sûr leur pourcentage, ce que vous rappelez avec une certaine désinvolture dans le rapport. Alors, que finançons-nous au juste? Un système de péage, ce qui pourrait expliquer le prix de leurs prestations, car il faut payer et les gardiens du péage et ceux qui font réellement le travail, bien évidemment. Donc, sérieusement, Madame Gérard, vous ne voudriez pas que nous avalisions tout ceci sans un mot, les yeux fermés. Je me permets par conséquent de vous inviter à lire
l'interview de Madame Sylvie Andrieux, parue au JDD, parce que même si, effectivement, nous n'avons pas beaucoup l'habitude de lire le journal Libération, comme vous nous l'avez précisé ce matin, Monsieur le Président, par contre, nous avons lu le JDD du dimanche 28 septembre 2014. Il faut savoir toutefois qu'une grande partie de l'interview a été aujourd'hui tronquée. Donc, une fois n'est pas coutume, je suis tout à fait de l'avis de Monsieur Alfonsi. Tout ceci coûte très cher sur le plan de l'image, dont vous êtes très soucieux, Monsieur le Président, mais également et surtout sur le plan financier. Vous l'avez bien compris, nous voterons contre les rapports 16 et 17. Très bien. Qui souhaite prendre la parole? Monsieur Allemand. Monsieur le Président, je vais quand même réagir parce qu'on vient d'assister à une intervention qui ressemble en grande partie à celle que nous avons subie lors de notre dernière séance plénière. Alors, je dirais que de toute façon, nous sommes un peu habitués maintenant à ce type d'intervention à la fois accusatrice, presque à la limite de la diffamation, mais nous sommes des républicains et je crois qu'il convient de répondre en public puisque vous utilisez cet hémicycle précisément comme une tribune. Et ce, d'ailleurs, sans participer au débat en commission d'études et de travail et en mettant systématiquement, sans aucune analyse des rapports, un avis réservé sur l'ensemble des délibérations. Or, ces commissions sont pourtant un lieu de travail sur les délibérations du Conseil régional où l'on pourrait répondre beaucoup mieux aux interrogations que vous vous posez qu'en séance plénière. Que nous reprochez-vous, Madame ? Que souhaitez-vous réellement remettre en cause dans notre politique de formation professionnelle? Est-ce la formation de 13 000 infirmières, aides-soignantes, auxiliaires de puériculture, assistantes sociales, ambulanciers? Est-ce la formation des 20 000 soudeurs, des boulangers, des pâtissiers, des bouchers, des secrétaires, des assistants commerciaux, des informaticiens, des ingénieurs en aéronautique? Ou bien est-ce encore la formation de 5 000 salariés fragiles de notre région qui a été durement impactée par la crise pour les aider à garder leur emploi ou à se reconvertir, notamment dans les zones d'emploi les plus en difficulté? Vous avez la dernière fois demandé un certain nombre de documents. Et je pense que vous pourrez nous donner acte que ces documents vous ont été fournis. Eh bien, heureusement qu'il s'agissait d'un partiel, puisqu'il s'agit, mes chers collègues, déjà de 5000 pages de documents qui vous ont été transmis. Vous avez donc de quoi largement comprendre ce que fait la région pour les demandeurs d'emploi et pour les salariés en termes de formation professionnelle. Et je voudrais d'ailleurs, Monsieur le Président, par rapport à ces 5000 pages, remercier les services, à travers le directeur général, qui ont fait un gros travail, parce que c'est là que, franchement, on peut dire, un, qu'on est transparent, et deux, qu'on est profondément républicain. Parce que si chaque élu nous demandait 5000 pages, après, il ne faudrait pas nous demander pourquoi les budgets de fonctionnement dérapent. Parce que vous savez combien ça correspond, à combien d'heures de travail ça correspond d'avoir répondu à votre demande? 69 heures de travail, c'est l'équivalent de 2 semaines équivalent temps plein d'un fonctionnaire, de scannage, de photocopie, de mise en forme de ces documents qui vous ont été remis. Alors, vous qui nous donnez sans arrêt des leçons de bonne gestion, vous devez quand même pouvoir convenir que cela représente un coût qui n'est pas négligeable. Cette compétence obligatoire qu'est la formation, Madame, nous l'exerçons avec sérieux, avec un budget qui est conséquent, parce qu'elle est un investissement pour les ressources humaines de notre région, pour les jeunes, mais aussi pour les adultes, à chaque étape de leur vie professionnelle, et notamment lorsqu'il y a des accidents de parcours et des périodes de chômage. Et d'ailleurs, Pôle emploi nous donne raison, puisque une étude qui a été publiée fin août, et vous ne devez certainement pas l'ignorer en tant que spécialiste de la formation, vous avez certainement dû la lire attentivement, nous explique à tous que plus de 2 chômeurs sur 3 sont en emploi durable après une formation professionnelle de qualité. Donc nous allons continuer d'agir pour la formation des demandeurs d'emploi et des salariés de cette région. Nous faisons ainsi face à la responsabilité qui est la nôtre dans le cadre de la politique de lutte contre le chômage qui est la priorité nationale et pour laquelle
vous devriez nous rejoindre plutôt que, intervention après intervention, propager le doute, la rumeur et parfois la calomnie. Merci, Monsieur le Premier vice-président. Qui souhaite la parole? Plus de demandes de parole. Donc, je mets aux voix le rapport numéro 16. Oui, je vous en prie. Quand même. C'est comme un numéro de cirque, Madame Lopiès. Comme on disait autrefois, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Vous avez déjà fait un tel numéro de suspicion il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai, depuis, moi aussi, j'ai fait mon enquête, j'ai vérifié, hein, Michel Faure vient d'acquérir une nouvelle Rolls-Royce. Pascal Gérard, d'ailleurs, vous pouvez le constater, a une nouvelle rivière de diamants. Donc, effectivement, vous avez raison de nous alerter sur la mauvaise gestion de l'argent public. Blague à part, vous avez fait un certain nombre de demandes qui sont tout à fait justifiées, c'est rien d'effrayant du tout. On vous a répondu, ça a nécessité un travail considérable. Moi, maintenant, je vous demande quelque chose à vous. Vous avez récupéré ces documents, vous les avez travaillés avec le volontarisme que vous avez manifesté. Maintenant, moi je vous demande, j'attends vos conclusions. Qu'avez-vous tiré des documents qui vous ont été communiqués? Je suis impatient d'entendre effectivement l'analyse de vos travaux, de vos lectures. Sinon, si vous ne nous dites rien, ça veut dire que vous n'avez pas lu. Ça veut dire qu'effectivement vous vous en moquez, vous faites un numéro de cirque, un numéro de communication. Alors dites-le nous aussi, parce que comme ça à l'avenir, on se gagnera du temps. Bien, je vais mettre aux voix le rapport numéro 16. Vous voulez intervenir, Madame Lefebvre? Oui, rapidement aussi là sur cette question, puisque le Front National, à travers les différentes interventions et demandes de Madame Lopiès, font croire à une espèce de suspicion ambiante sur les financements publics de la région en direction de la formation professionnelle. C'est nier tout le travail qui est réalisé au quotidien par les organismes de formation auprès des sans-emploi, auprès des jeunes qui cherchent à se former pour s'insérer dans la société. Alors certes, bien évidemment, il est à signaler que dès 1998, des procédures de contrôle ont été mises en place. Je rappelle quand même qu'avant 1998, c'était la droite et le Front National qui géraient cette région. Et donc, dès 1998, des procédures de contrôle ont été mises en place. Ces procédures ont permis de procéder à des signalements aux procureurs qui ont même abouti à des condamnations pénales. C'est dire si, précédemment, donc, ce type de démarche dont nous accuse le Front National était monnaie courante avant 1998. Donc depuis, ces procédures ont été mises en place, elles sont régulièrement renforcées, les organismes de formation sont contrôlés, et puis il y a également des audits qui sont réalisés par des prestataires indépendants. Donc voilà, moi je crois, Madame Lopiès, je vous invite vraiment à aller, si vous le souhaitez, après avoir lu sans doute les documents que vous avez eus, d'aller visiter les organismes de formation de la région pour vous rendre compte vous-même que d'une part de la réalité du travail qui est fait auprès des demandeurs d'emploi et d'autre part des réalités des contrôles qui sont opérés par l'institution au quotidien. Merci. Pas d'autres interventions. Donc je mets le rapport numéro 16 aux voix. Non, on n'ouvre pas de conversation. Le rapport numéro 16 est mis aux voix. Qui est pour? Qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Rapport numéro 17. Université régionale des métiers, création d'une association de préfiguration. Nous sommes dans une assemblée et nous allons conforter naturellement le règlement intérieur de l'Assemblée. Nous l'avons fait pour les temps de parole. Et il faut que nous le fassions également comme l'Assemblée nationale qui nous inspire, même si nous ne sommes pas contre la République unie et indivisible et donc pas fédéralistes. Nous avons la volonté d'avoir de bonnes mœurs de démocratie interne ici. Et il faut donc que jamais, comme à l'Assemblée nationale, il n'y ait de dialogue qui fasse que toute la représentation nationale...
chers collègues, avant de rebondir dans le sens de Madame Torres, je vais d'abord, bien sûr, reprendre le débat démocratique que nous avions avec mes interlocuteurs, puisque plusieurs personnes se sont adressées à moi, et donc, moi, à mon avis, il ne peut pas y avoir de débat sans dialogue. Alors, tout d'abord, Monsieur Allemand, je suis très étonnée que vous parliez de calomnie, parce qu'en fait, dans ma dernière intervention, je n'ai fait que citer des faits. D'autre part, c'est bien grâce aux documents que nous n'avons pas à travers les rapports que j'ai pu rédiger cette intervention. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que je continue à en demander. Vous ne me culpabiliserez pas d'en demander parce que c'est un droit pour accomplir au mieux ma mission d'élu. Monsieur Chesneau, ces documents, je les ai demandés le 21 juillet et je les ai eus il y a 5 jours. J'en avais demandé d'autres auparavant, mais ceux que Madame Gérard m'a envoyés, ce n'étaient pas ceux que j'avais demandés. Donc, effectivement, si les fonctionnaires ont eu double travail, je n'y suis pour rien. Ensuite, je découvre bien sûr beaucoup de choses dans ces documents et c'est grâce à eux que je peux rendre compte à nos contribuables de cet argent public. Et donc, Monsieur Chesneau, bien sûr, je n'ai pas de compte à vous rendre, c'est vous qui êtes, qui disposez, qui faites les choix de dépenses de l'argent public, qui devez nous rendre des comptes. Et puis de toute façon, vous savez, je suis maîtresse d'école et ne vous inquiétez pas, quand j'aurai corrigé les copies, sérieusement bien sûr, eh bien les notes tomberont, ne vous inquiétez pas. Et puis, c'est un choix que je fais, Monsieur Allemand et Madame Lefebvre, c'est un choix que je fais d'aller m'informer aux commissions auxquelles j'assiste toujours, aux commissions de travail, pour m'informer. Et c'est un choix, bien sûr, que je fais de faire mes déclarations en public, parce que vous savez que les commissions, c'était des commissions de travail à huis clos, et mes déclarations, je les dois, pour le peuple de PACA, à faire en public. C'est encore une fois ma mission d'élu. Voilà sur les réponses que j'avais à donner sur mon intervention de la délibération numéro 16.